Bien, bonjour, donc bienvenue et merci d'être venu à cet exposé. Donc, je suis Stéphane Dancieux, donc, je suis professeur d'informatique à l'université Pierre-et-Marie Curie à Paris. Et donc je vais vous montrer ici des travaux que l'on a réalisés ou que d'autres collègues ont réalisés autour de la thématique de l'apprentissage. Donc on va voir un petit peu à quoi ça peut servir dans un cadre robotique et ce que l'on est capable de faire aujourd'hui et aussi où sont un peu les enjeux et les sujets de recherche. Donc voilà ici un exemple de robot qui a été développé au Japon. Donc ça, c'est pas un robot, bien entendu, c'est un grand maître japonais du sabre. Et donc vous avez une démonstration ici de ce qu'on est capable de faire avec des robots industriels, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, ce sont les robots qui sont typiquement utilisés dans les usines actuellement pour des gestes qui vont être relativement précis, donc pour souder, pour... Et donc vous voyez qu'on est capable d'atteindre une précision qui est assez incroyable avec ce type de robot-là. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ces robots, ils sont préprogrammés, c'est-à-dire qu'on va déterminer très précisément en fait, les actions, les trajectoires qu'ils doivent réaliser. D'accord ? Donc cette trajectoire-là, qui est très impressionnante, ce comportement qui est très impressionnant, si vous changez un petit peu la position de la cosse de petit pois, il passera complètement à côté. D'accord ? Donc là, vous voyez la période, disons, d'entraînement où il y a eu une analyse des gestes du spécialiste qui a été réalisée avant de rejouer ce geste, de le tester, de l'affiner pendant probablement des jours et des jours. Donc ça obéit à un schéma de conception qui est le suivant, où on part d'une tâche, donc on sait précisément ce que le robot doit faire, et puis donc le concepteur va programmer le robot, on va le mettre dans l'environnement, on va l'allumer, puis le robot va réaliser sa tâche de manière répétitive, quasiment à l'infini. Et donc lorsqu'on a terminé, on l'éteint, mais il n'y a aucun changement entre ce que le robot était capable de faire initialement et ce qu'il est capable de faire après. Donc un des enjeux, c'était mentionné, c'était l'usine d'Airbus qui était mentionnée là. Moi je vais parler de cuisine, mais la problématique en fait est la même. C'est qu'est-ce qu'on va faire si on est face à un environnement qui est complexe, comme celui-ci par exemple, où le robot peut avoir des actions, ne serait-ce que de vider un lave-vaisselle, qui sont des actions quotidiennes pour vous, qui sont extrêmement simples. Comme vous l'avez vu aussi tout à l'heure, c'est des actions qui en robotique sont extrêmement compliquées à faire. Donc faire le genre de geste que vous avez vu là, en fait, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire avec les technologies d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est faisable. Faire un robot qui puisse vider n'importe quel lave-vaisselle, par exemple, c'est aujourd'hui complètement hors d'atteinte. D'accord ? Ne serait-ce que parce qu'on est capable de le programmer pour vider un lave-vaisselle particulier, mais si on change en fait, les conditions environnementales, il va falloir reprogrammer ce robot, quasiment repartir de zéro, pour essayer de faire en sorte qu'il soit capable de continuer à accomplir ce qu'il était capable de faire. Donc une des raisons, c'est que tous ces robots-là, finalement, ils ont un comportement qui est très efficace dès lors qu'on les met dans un environnement qui est connu. D'accord ? Le concepteur du robot, il va identifier l'environnement dans lequel le robot va évoluer, et puis il va concevoir un programme qui va faire en sorte que le robot ait un comportement efficace dans cet environnement-là. Mais ce qui va se passer, ce qu'on ne voit pas très bien, ce qu'on ne réalise pas très bien quand on ne s'est pas prêté à l'exercice, c'est dès qu'on va s'écarter un tout petit peu de ce cadre-là, le robot ne sait plus rien faire. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. D'accord ? Pour un humain, on n'a pas du tout cette capacité-là. Même si on est un expert dans un geste particulier, on va être capable de généraliser, de continuer à faire quelque chose dès lors que c'est dans un environnement qui est suffisamment proche. D'accord ? Mais les conditions ici pour un robot sont vraiment extrêmement strictes en général, et dès qu'on s'écarte un peu de ces conditions-là, les performances peuvent se dégrader très très vite jusqu'à être complètement catastrophiques. Et donc ce qui serait intéressant, ce qui va motiver un petit peu tous les travaux que je vais vous montrer, c'est d'essayer d'être capable de faire face à des environnements qui sont inconnus. Et donc ici, plutôt que d'avoir un environnement, d'avoir un robot qui va fonctionner bien dans l'environnement connu, mais dont les performances vont se dégrader complètement dès lors qu'on entre dans un environnement inconnu, ce que l'on souhaite, c'est un robot qui dispose d'un programme qui lui permette de s'adapter à des environnements que le concepteur ne connaissait pas. D'accord ? Et donc on va voir un petit peu comment on peut faire ce genre de choses. Et donc pour bien s'imaginer de ce dont on parle ici, dès lors qu'on va programmer un robot, on va lui donner un certain comportement, il faut s'imaginer ce que va savoir le concepteur par rapport à ce programme. Donc ici, sur l'exemple d'une trajectoire qui va être jouée par le robot, comme l'exemple du robot qui utilisait un sabre tout à l'heure, on va lui donner la connaissance de la trajectoire qui doit être réalisée. D'accord ? Mais donc cette trajectoire, forcément, si je change un petit peu les conditions environnementales, le comportement sera considérablement dégradé. D'accord ? Donc on peut s'appuyer sur d'autres connaissances, faire ce qu'on appelle de la commande référencée capteur, ce qui était un petit peu évoqué tout à l'heure aussi.
et donner une connaissance sur, par exemple, la forme de l'objet qu'on peut vouloir saisir, de manière à ce que le robot puisse adapter sa trajectoire à cet objet particulier. D'accord, déterminer un point final de sa trajectoire qui va l'amener en contact et qui va l'amener à saisir cet objet particulier-là. D'accord ? Donc ici, on a déjà augmenté beaucoup en complexité. Ça reste encore à portée des algorithmes actuels. Et l'avantage en faisant ça, c'est que on va pouvoir adapter ce comportement à tous les environnements dans lesquels l'objet n'est plus exactement à la même place. Ce qui est déjà un premier pas vers des environnements un peu plus complexes. Et donc maintenant, ce qu'on peut vouloir souhaiter faire, c'est aller encore plus loin et finalement ne pas donner la connaissance sur l'objet particulier que l'on veut saisir, mais c'est de faire en sorte que le système, par exploration, soit capable de trouver, en fait, pour un objet qui n'est pas connu à l'avance, qui n'est pas connu par le concepteur, comment le saisir, comment le manipuler. D'accord ? Ça va être cette thématique-là qui va nous occuper par la suite. Et donc concrètement, ce que l'on cherche à faire ici, c'est des robots qui vont être adaptatifs, capables de s'adapter à des environnements variés. Ce que l'on peut identifier aussi à des robots qui seraient dotés d'une capacité de créativité, c'est-à-dire qui seraient capables, la créativité dans le domaine de la conception est définie comme étant une solution créative est une solution qui est à la fois efficace et originale. D'accord ? Donc on peut transposer cette notion dans le cadre de la robotique pour avoir des comportements qui sont à la fois efficaces et qui vont être originaux par rapport aux connaissances dont disposait le concepteur lorsqu'il a conçu ce robot. Alors vous allez voir dans la suite de mon exposé que je vais utiliser un certain nombre de mots-clés qu'on utilise plutôt pour l'humain ou pour l'animal assez fréquemment. C'était le cas pour la créativité par exemple. Et ça c'est pour une raison toute simple qui est qu'on va beaucoup s'inspirer en fait de la biologie, on va beaucoup s'inspirer du vivant. D'accord ? On va incorporer de la biologie, de ce qu'on sait de l'apprentissage, du développement, pour construire des algorithmes qui aient des capacités qui sont similaires. Alors je vous le dis tout de suite, on est très loin de la biologie, donc on est obligé d'être assez humble devant ce que l'évolution naturelle a pu réaliser, parce qu'on en est vraiment encore très loin. Mais grosso modo, c'est l'idée. On va essayer de prendre ce qui a marché, puisque tous les êtres vivants ont cette capacité remarquable de s'adapter à beaucoup d'environnements différents, et c'est ça qu'on veut transposer finalement dans nos robots. Et donc c'est la raison pour laquelle on va aller chercher ces sources d'inspiration. Et ce qui est intéressant aussi, donc j'aurai pas beaucoup l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais c'est qu'on peut avoir des retours vers la biologie, c'est-à-dire chercher à faire un robot qui a des capacités qui ressemblent au vivant. En fait, c'est une approche synthétique, on cherche à construire, et en construisant, on peut apprendre des choses. Donc on a des interactions avec des biologistes, et on peut apprendre des choses de par les outils que l'on va développer dans notre cadre purement d'ingénierie. D'accord ? Dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, il y a une moitié en fait, de chercheurs en informatique et en intelligence artificielle, et une moitié de chercheurs en neurosciences, qui eux cherchent à comprendre le fonctionnement du cerveau humain ou du cerveau de rat, par exemple, et comment est-ce qu'ils réussissent à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc on a cet échange assez fréquent, et donc vous le verrez au travers du vocabulaire que je vais utiliser, ce qui ne signifie pas qu'on est capable d'atteindre le même niveau que le vivant. Alors donc voilà le type d'approche dont on va parler. Donc par rapport à tout à l'heure, où la tâche était connue initialement par le concepteur, dès lors qu'il commençait à concevoir ce robot, puis ensuite à le mettre en action, on va se trouver ici dans un contexte où le concepteur ne connaît pas nécessairement avec précision la tâche ou les tâches auxquelles le robot va être confronté. Et donc ce qui va se passer pendant la durée de vie entre guillemets du robot, donc pendant que le robot sera allumé, il va interagir avec son environnement, et l'objectif c'est qu'il soit capable d'acquérir des connaissances, qu'il soit capable d'explorer par lui-même, d'extraire de l'information, ce qui lui permettra ensuite d'agir plus efficacement lors des prochaines tâches qui lui seront confrontées. Donc il y a deux parties ici que je vais présenter. Il y a une première partie qui correspond à un apprentissage, disons, de manière isolée. Donc on va mettre le robot dans un certain contexte. Et puis on va lui donner une fonction de récompense et on va le laisser explorer, d'accord, pour essayer de découvrir par lui-même quel type de comportement mène à la récompense. Donc ça, c'est un apprentissage qui est isolé. Donc je commencerai par vous présenter quelques exemples de ce type d'apprentissage. Et puis je vous parlerai ensuite de développement. Donc le développement, qu'est-ce que ça va être ? On va simplement se projeter un petit peu dans le temps et dire, tiens, ce que j'ai appris sur ma tâche 1, ça peut peut-être m'aider dans la tâche 2. Et donc je vais réutiliser ces connaissances-là, je vais les mobiliser pour une nouvelle tâche et réapprendre plus vite, être plus efficace. D'accord ? Donc je vais commencer un petit peu cet exposé maintenant par vous parler un petit peu de ces méthodes d'apprentissage que je vais illustrer avec un ou deux exemples.
tirés de la littérature ou des travaux que l'on a pu réaliser au laboratoire. Donc un premier exemple fait donc par des collègues en Allemagne, donc ils sont le laboratoire de Jan Peters, où ici se sont intéressés à l'apprentissage par imitation. Donc là, l'idée, c'est on ne va pas donner le geste précis qui doit être réalisé au robot, mais on va lui montrer. D'accord ? Donc on va prendre le robot, prendre le bras du robot, le faire... On va donc prendre le bras du robot, exécuter le geste, d'accord ? Et donc le robot va enregistrer cette information-là, et donc il va avoir une première idée de ce que le robot est capable de faire, du geste qu'il faut faire pour obtenir la récompense. D'accord ? Donc ensuite, la difficulté, c'est qu'ici, on est dans un environnement continu, il y a une dynamique ici avec cette balle. Donc le but, c'est de mettre la balle dans la tasse, ici. Donc si on se contente de rejouer ce que le robot a compris, du moins ce qu'il a pu enregistrer, avec tout le bruit, toutes les incertitudes qu'il y a dans les mouvements, on obtient ce que vous observez ici, donc ce qui est loin du comportement souhaité. D'accord ? Mais l'idée, c'est que ce n'est pas grave. Maintenant, on va pouvoir partir de cette base-là pour explorer, par un comportement de type essai-erreur, on va chercher comme ça, le robot va tenter, il va faire des expériences, dans des trials, là, c'est des tests, où il va tester différents comportements et voir quel comportement s'approche du comportement attendu, c'est-à-dire que lesquels vont mettre la balle le plus près possible de la tasse. D'accord ? Et donc ici, après une centaine d'expériences sur le robot réel, on peut obtenir le comportement initial, donc qui a été juste initialisé avec la démonstration. D'accord ? Donc on peut faire ça avec différents mouvements dynamiques. Donc voilà, il y avait le problème de la balle dans la tasse, et on peut faire la même chose ici avec un robot. Donc ce qui est un problème très difficile ici, puisqu'il faut traquer la position de la balle et puis déterminer à quel endroit mettre la raquette. Et donc ça, il l'apprend de la même manière, par essai-erreur, à partir de la démonstration qui a été faite initialement. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, on est un petit peu plus créatif, puisqu'on n'a pas besoin de donner la trajectoire, mais on a quand même besoin de la montrer, en fait. On la montre au robot. Donc on n'a pas besoin de programmer le robot explicitement avec cette trajectoire. D'accord ? C'est beaucoup plus simple de lui prendre le bras et de le faire bouger que d'écrire un programme qui va jouer la trajectoire correcte, comme ça a été fait pour le robot qui coupait des objets tout à l'heure. Mais donc là, on est obligé de donner un exemple, en fait. Et donc on s'intéresse à des méthodes dans lesquelles on n'a pas besoin de donner cet exemple-là. D'accord ? Le robot va explorer en fait plein de comportements différents dans le but de trouver les comportements qui vont maximiser la récompense, mais sans qu'on lui explique en fait ce qu'il doit faire concrètement. Et pour faire ça, on va prendre de l'inspiration encore dans la biologie. On va s'inspirer de la sélection naturelle des espèces. Et on va définir des algorithmes qui s'appellent des algorithmes évolutionnistes, qui sont développés depuis les années 60. En fait, ce sont des très bonnes méthodes d'optimisation de fonctions complexes, qui sont très utilisées d'ailleurs maintenant dans l'industrie. Et donc, on va utiliser ces méthodes-là dans un cadre d'apprentissage. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée est assez simple. On va générer au début des comportements aléatoires, et puis on va les tester, on va les mettre sur un robot, donc soit en réel, soit en simulation. Donc, en général, on fait plutôt ça en simulation. Et puis on va regarder comment ce robot se comporte, on va en tirer une récompense, d'accord ? Et puis sur la base de cette récompense, on va sélectionner des individus, générer des variations, donc l'équivalent de mutation, c'est-à-dire qu'on change un peu aléatoirement le comportement, on va le réévaluer et on fait itérer cette boucle un certain temps. D'accord ? Donc c'est vraiment une reproduction très simplifiée de l'évolution naturelle. Donc des collègues ici ont utilisé pour animer des caractères, des personnages ici. Donc vous voyez l'idée, on part des premières générations où au début il ne sait pas faire grand-chose, et puis à force de sélectionner des individus et de garder ceux qui sont capables de marcher avec un bon rythme, de manière stable et le plus loin possible, et de génération en génération, on observe une amélioration et on finit par trouver des comportements qui permettent ici de marcher. Et ce qui est intéressant ici, disons, d'un point de vue créativité, c'est qu'on va donner la forme en fait, de l'animal, et c'est l'algorithme qui va trouver comment le faire marcher. En fait. On ne lui impose pas la façon de marcher, c'est l'algorithme qui explore et qui va trouver cette façon de marcher.
Alors donc si je reviens, donc là on est dans un cadre où on est assez proche un petit peu de l'évolution des espèces, puisque ces différents robots, il y avait leur morphologie, leur système musculo-squelettique qui changeait un peu. Et nous finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre de l'évolution, c'est un petit peu comme si on se mettait de l'évolution dans le cerveau. On veut s'en servir pour générer des comportements qui sont différents, donc pour trouver différentes façons de bouger. Ce qui est un peu bizarre, puisqu'on n'est pas dans la même échelle de temps, ça fait comme si j'avais une évolution qui tournait dans ma tête un petit peu en permanence. Alors il se trouve qu'il y a un certain nombre de neuroscientifiques qui pensent que c'est le cas, ce qui a été proposé par Jean-Pierre Changeux, par Gérald Edelman, et plus récemment par quelqu'un qui s'appelle Eor Zatmari, qui a proposé une modélisation, disons, de ces algorithmes évolutionnistes qui permettraient de les exécuter, on va dire, sur un substrat neuronal, c'est-à-dire de prendre des neurones qui agissent d'une certaine manière et de façon à reproduire cette dynamique évolutionniste. Donc ça reste des hypothèses encore à l'heure actuelle, mais il y a un projet européen en cours qui s'appelle InSight, qui cherche à faire des mesures pour voir si dans le cerveau, il y a des zones qui répondent ou qui se comportent comme si on avait effectivement de l'évolution dans le cerveau. Donc on saura dans quelques années un petit peu si c'est le cas. Donc juste pour vous donner un petit peu quelques indications sur comment ces algorithmes fonctionnent, l'idée, donc, comme je l'ai dit, est relativement simple. On va commencer par générer, au départ, aléatoirement, un certain nombre de contrôleurs. Donc les contrôleurs, ça va être ce qui va décider de la façon de bouger à partir des perceptions que le robot va recevoir. D'accord ? Donc au départ, on va les générer aléatoirement. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va ensuite regarder chacun de ces contrôleurs, quelle est la valeur de fitness. Donc on appelle ça fitness encore par référence à la biologie, c'est quelle est la performance, si vous voulez, qui est associée à un contrôleur particulier. Dans le cas de la marche tout à l'heure, on prend un système qui va décrire la façon de marcher, on va le mettre sur un de ces agents simulés, on le laisse se déplacer pendant un certain temps, on mesure la distance parcourue, et c'est ça qu'on va considérer comme étant la fitness de ces individus-là. Donc ça va donner comme ça une dimension verticale ici, si je le représente juste en 2 dimensions. Et donc l'objectif de cet algorithme-là, c'est sans connaître la courbe noire ici que j'ai rajoutée, puisque si on la connaît, on voit tout de suite quel est le maximum ici. Donc sans la connaître, l'algorithme va essayer des points, il va se déplacer dans cet espace-là. Et le but, c'est qu'il arrive à aller vers le pic ici, qui est la zone de plus grande fitness. Et donc comment il va se déplacer dans cet espace? Donc je vous ai dit qu'il y avait un processus de variation et un processus de sélection. Donc on va commencer par sélectionner quelques individus. Donc vous voyez ici, j'en ai supprimé un certain nombre. Donc chacun des points, je rappelle, c'est un comportement particulier, une façon particulière de marcher, par exemple. Et donc je vais éliminer certaines, et puis je vais conserver d'autres, et je vais générer des variations. Donc je vais faire des mutations. Donc je vais avoir des individus qui auront un comportement qui sera très proche, mais qui sera un petit peu différent des comportements initiaux. D'accord ? Et donc l'idée, c'est que je vais itérer de cette manière-là. Et donc au bout d'un certain temps, je m'intéresserai, disons, à l'individu qui a la valeur de fitness la plus élevée. C'est celui-ci que je vais considérer comme étant le vainqueur. D'accord ? Je vais considérer que voilà, ce que m'a rendu mon algorithme, ça sera cet individu-là. D'accord ? Alors une des difficultés avec ces algorithmes, dès lors qu'on veut s'intéresser à faire de l'apprentissage, c'est que le paysage de fitness, en fait, cette espèce de courbe un petit peu vallonnée là, on appelle ça un paysage de fitness. Donc notre algorithme, il faut le voir comme étant en train de se déplacer dans ce paysage de fitness. Un peu comme s'il faisait de la randonnée, qu'il cherchait à trouver le sommet le plus élevé, si vous voulez, d'accord ? Et donc toute la difficulté, c'est qu'il est aveugle, en fait. Il ne voit que sous ses pieds, d'accord ? Il n'est pas capable de voir autour de lui. Et donc un des problèmes qui peut se produire, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations de ce type-là, où on a un paysage qui est complètement plat, avec juste un pic de fitness au milieu, d'accord ? Et donc là, les approches que je vous ai présentées, elles vont très très mal marcher dans ces circonstances-là, puisqu'on n'a rien qui va nous diriger, en fait. D'accord ? Pour que ces algorithmes-là fonctionnent, il faut que la fonction de récompense, qui va représenter le but pour nous, donc la façon la plus efficace de marcher, par exemple, il faut aussi qu'elle soit capable de guider la recherche. C'est-à-dire que si je suis des valeurs croissantes de cette récompense, il faut que ça corresponde en fait à des indices qui vont me guider vers la récompense globale. D'accord ? Donc dans des circonstances comme celle-ci, la fonction de récompense ne me guide pas. Toutes les solutions que j'ai indiquées ici, elles ont une valeur de fitness, elles ont une performance qui est nulle, qui est équivalente. Donc tout mon algorithme de sélection, en fait, il ne fera rien. Il ne fera que se promener aléatoirement dans cet espace-là, et même pas très efficacement. D'accord ?
Et donc le problème ici, c'est qu'on manque de guides en fait pour la recherche. Et ça, on a travaillé dessus pendant un certain temps avant de s'apercevoir en fait de ce type de problème. Et une des solutions assez simples en fait qu'on a proposées, eh ben, c'est d'arrêter d'être élitiste et de récompenser la diversité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire ok, c'est bien si on a une récompense qui est assez élevée, mais c'est bien aussi si on fait quelque chose de très différent des autres. D'accord? Donc la petite formule qui est indiquée ici, c'est de dire bah, si en moyenne, je suis très différent du reste des individus actuels, eh ben dans ce cas-là, c'est une bonne chose, je vais donner une récompense et je vais donner la capacité à cet individu de survivre jusqu'aux prochaines générations. Et c'est en mélangeant en fait ces deux forces-là que l'on réussit à faire de l'apprentissage, comme je vais vous le montrer ici. Donc voici un exemple. Donc ça, c'est un exemple en simulation. Je vous montrerai des exemples sur robot réel tout à l'heure. Donc que c'est le robot ici? Donc le robot que vous voyez là, en fait, il a une perception très simple. Il n'a pas de modèle de l'environnement. Il a simplement une perception qui lui dit s'il y a des balles, donc les petits ronds qui sont ici. Et il obtient de la récompense. Il est capable de mettre ses balles dans la zone ici qui est indiquée par les pointillés rouges. D'accord? Donc c'est sa façon à lui d'obtenir de la récompense. Et donc lui, il ne sait pas comment faire en fait. D'accord? Simplement, il a des perceptions. Il a ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui font des calculs très simples, qui vont lui permettre, à partir de ses perceptions, de calculer en fait comment est-ce qu'il va bouger, quelle est la valeur qu'il va envoyer à ses moteurs. D'accord? Et donc au départ, vous avez pu le voir, il fait absolument n'importe quoi. Donc ça, ce sont des réseaux de neurones générés aléatoirement. Donc ils prennent les perceptions, ils font des calculs, ils envoient des valeurs aux effecteurs. D'accord? Ils envoient des valeurs aux moteurs. Ici, donc au départ, j'ai généré aléatoirement, donc il n'y a aucune raison que ça fasse quelque chose d'intéressant. Donc certains cas, il reste bloqué contre un mur. Donc ici, il a été capable quand même de ramasser une balle. Puis après, il tourne en rond, il reste bloqué contre un mur. Et donc par le biais de cet algorithme que je vous ai présenté, qui à la fois va sélectionner ceux qui réussissent à mettre le plus de balles possible dans le panier, mais vous voyez, pour l'instant, il n'y a aucun individu qui est capable de mettre une balle dans le panier. Donc il n'y a pas de pression de ce point de vue-là. Et par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va exercer une pression de la diversité. Donc on va le pousser à générer des trajectoires, en fait, des comportements différents. Et donc ça va le pousser à explorer, à explorer, à explorer. Et puis au bout d'un certain temps, il se trouve que, en fait, complètement par hasard, à force d'explorer des comportements différents, il va finir par obtenir de la récompense. Et donc là, le critère de performance va commencer à jouer. Il va renforcer ce type de comportement-là. En parallèle, il va continuer à explorer également. Et donc si on fait tourner ce type d'algorithme pendant un certain temps, donc ici il y a 4000 générations, ce qui représente quand même plusieurs centaines de milliers de solutions qui sont explorées, hein, donc c'est lent, il n'y a pas de magie, hein, on est obligé d'explorer pour trouver par essai-erreur. Si on n'a pas la connaissance, il faut se donner les moyens de la découvrir. Et donc voilà le type de comportement qui a été généré, où on voit un robot qui se déplace ici dans un environnement qui est complètement continu. Il n'a pas d'action prédéfinie, simplement il calcule qu'il doit envoyer à ses moteurs, et dans cet environnement-là, cela fonctionne. D'accord. Alors comme je l'ai dit, ce robot-là n'a pas de modèle en fait, de son environnement, d'accord, par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure, et ça a un énorme inconvénient, c'est qu'en fait il ne comprend rien à ce qu'il fait. D'accord. Le comportement que je vous montre là, c'est un comportement qui a été bien réglé dans cet environnement-là. Si je change, donc on voit un petit peu la trajectoire ici dans la partie gauche. Si je change un petit peu les caractéristiques de son environnement, par exemple en fermant une partie de l'environnement et en ouvrant une autre, ben vous obtenez la trajectoire que vous voyez là. Il est perturbé, il est perdu, donc il va se planter contre un mur et il reste bloqué, il ne sait plus rien faire. D'accord ? Parce qu'effectivement, il n'a pas de modèle de son environnement, donc il était très bien réglé par rapport à un environnement particulier, mais il ne sait pas comment généraliser en fait ses connaissances. D'accord ? Donc c'est là qu'on va arriver à la deuxième partie de cet exposé, où on va chercher, disons, à extraire quand même un petit peu plus de connaissances de ce que l'on a fait, de se projeter un petit peu dans le temps. Donc on va parler dans ce cadre-là de robotique développementale. Donc là encore, on va tirer de l'inspiration de la biologie, de la psychologie, pour essayer de reproduire, dans un contexte qui est extrêmement simplifié, on est très 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 loin de ce que les enfants sont capables d'apprendre. Mais grosso modo, c'est l'idée que notre robot, on va le soumettre au début à des contextes simples. Et puis, l'idée, c'est qu'on va faire en sorte qu'il soit capable d'accumuler des connaissances et de les réutiliser dès lors qu'on le confrontera à des contextes qui sont un petit peu plus complexes. D'accord ? Et donc, pour ça, on peut travailler, collaborer avec des psychologues. Donc, il y a des travaux dans ce type de démarche-là
qui sont dans cette voie. Donc ce que je vous ai présenté n'a pas de lien particulier avec la psychologie, mais beaucoup de gens dans ce domaine en ont et des liens très directs. Donc est-ce qu'on peut extraire de la connaissance finalement de ce qu'a fait le robot que je vous ai présenté avant, donc ce petit robot qui se déplaçait dans son environnement. Donc il a généré plein de comportements variés. Finalement, certains généraient des récompenses, certains ne généraient pas de récompenses. Et dans ce que je vous ai montré pour l'instant, finalement, la seule chose qu'on a gardée, c'était à la fin le comportement qui permettait de ramasser le plus de balles. D'accord ? Mais en fait, en faisant toutes ces explorations, on a pu recueillir beaucoup plus d'informations que ça. D'accord ? Puisqu'on a testé des centaines de milliers de solutions, on en a testé plein qui marchaient, qui ne marchaient pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cet ensemble énorme d'informations pour essayer de comprendre ce qui est important pour le robot. Finalement, qu'est-ce qui va permettre à ce type de robot-là d'extraire de la connaissance, d'accord ? Et de réutiliser ensuite cette connaissance. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a fait quelque chose qui est assez simple. On a cherché à se demander, donc mon robot, pendant qu'il va se déplacer, il perçoit certaines informations, il va agir d'une certaine manière. Et on a cherché à se demander quelles étaient les perceptions et les actions réalisées qui étaient le plus spécifiques à des individus qui obtenaient de la récompense. D'accord ? Donc quels sont les éléments, les saillants, les éléments qui menaient le plus sûrement en fait, à de la récompense. Donc on a fait un recoupement entre les différentes traces d'apprentissage, entre les différents comportements qu'on a pu générer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des éléments comme ceux qui sont reproduits sur cette trajectoire. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? On voit la trajectoire du robot en vue de dessus, avec les zones ici en bleu qui correspondent à une valeur importante en fait. Les zones en blanc, c'est les morceaux de la trajectoire qui ne semblent pas être critiques, d'accord, par rapport à cette façon d'extraire de l'information. Les parties qui sont bleues ici, ce sont celles qui ont été reconnues comme étant les plus spécifiques aux individus qui recueillaient de la récompense. Et ce qui est intéressant, c'est que si on analyse ça en tant avec notre regard, disons, d'expert humain, on peut comprendre pourquoi ça a de la valeur. D'accord ? Donc, il a réussi à extraire quelque chose qui, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on peut comprendre pourquoi il attribue de la valeur à ça. Donc là, la partie 1, c'est tout ce qui permet au robot d'aller vers un interrupteur qui lui donnera accès à d'autres récompenses. Donc ça lui donne effectivement accès à plus de récompenses. Le 2, c'est ce qu'il fait juste avant d'acquérir sa première balle. Donc c'est critique, s'il veut obtenir de la récompense, il faut qu'il fasse quelque chose qui ressemble à ça. La partie 3, c'est de quitter la pièce initiale pour aller vers le panier ou vers d'autres balles. Et la partie 4, c'est la fin de la trajectoire juste avant d'obtenir une récompense. Et sans surprise, c'est celle-ci qui a la valeur la plus élevée. D'accord ? Donc de cette manière-là, il a pu en quelque sorte décomposer et déterminer des étapes intermédiaires qui, du fait de l'expérience du robot, semblaient importantes. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut utiliser ces connaissances pour aider le robot dans ses apprentissages supérieurs. Donc on va le confronter à une tâche qui est plus complexe. Donc l'environnement est similaire, mais cette fois, il y a un interrupteur qui décide si une balle doit apparaître ou pas, et la balle est extrêmement loin du robot initialement. Ce qui fait que les chances pour que le robot soit capable, par une exploration aléatoire, de trouver comment obtenir de la récompense sont extrêmement faibles. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait pour l'aider ? On va lui ajouter des récompenses intermédiaires. Donc ce que je vous ai montré précédemment va servir de récompense intermédiaire. Donc si le robot va vers une balle, par exemple, et saisit la balle, il va obtenir une récompense intermédiaire, disant oui, dans le passé, ça m'a aidé, donc là, probablement, ça t'aidera à obtenir de la récompense. D'accord ? Donc on rajoute une autre récompense, en plus de la diversité, en plus de la récompense globale. On va rajouter cette indication, ces indices, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces indices ici, c'est lui-même qui se les a construits au travers de ce processus. Et donc là, on voit la solution finale qui a été trouvée par ce processus, où le robot oscille juste directement entre le fait d'activer le panier, ce qui fait apparaître la balle dans la zone ici la plus éloignée, et le fait de mettre la récompense sans rentrer dans des obstacles, ce qui est quasiment un comportement optimal pour ce type de problème. Alors donc tout ça, ça reste en simulation, donc dans un cadre qui est, d'un point de vue apprentissage, c'est un cadre qui est assez complexe, mais disons que d'un point de vue robotique et d'un œil extérieur, c'est pas forcément évident de percevoir, disons, la complexité. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est des travaux réalisés par des collègues du laboratoire, donc Jean-Baptiste Mouret, avec Antoine Cully d'Anechta Rapport et son collaborateur Jeff Clune à l'Université du Wyoming. Ils ont utilisé des approches similaires ici pour faire en sorte qu'un robot soit capable de s'adapter à des pannes. D'accord ?
Et donc, quelle est l'idée qu'ils ont utilisée ici? Ils ont utilisé un algorithme évolutionniste, comme je vous l'ai présenté là, pour faire en sorte que le robot apprenne à marcher de plein de façons différentes en simulation. D'accord? Donc l'avantage en simulation, c'est que ce n'est pas très coûteux, on ne va pas casser le robot, on peut prendre autant de temps qu'on veut. Et donc ces algorithmes-là ont été utilisés cette fois-ci, non pas pour marcher de la manière la plus efficace, mais pour marcher de la manière la plus variée possible. D'accord? Donc vous voyez ici une carte, donc chaque point de la carte en fait correspond à une façon de marcher. Et donc l'algorithme évolutionniste ici, il est utilisé pour remplir cette carte en fait. D'accord? Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a des façons de marcher qui sont assez originales, puisque, ce qu'on va voir dans un instant, voilà, donc il génère toutes ces façons de marcher et puis il va chercher à les mettre dans une case, d'accord, à chaque fois. Donc vous voyez en bas à gauche, par exemple, qui s'est retourné, qui s'est mis sur le dos, qu'il avance en fait sur ses coudes. D'accord? Ici, il n'a pas de façon qui est préprogrammée de marcher. Donc il va tomber, il va se faire du mal un certain nombre de fois, donc c'est pas très grave parce que c'est en simulation. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin, on a un répertoire absolument colossal de plusieurs milliers de façons de marcher différentes. D'accord? Et comment est-ce qu'ils ont utilisé ensuite ce répertoire de façons de marcher? Eh bien, ils vont s'en servir en fait pour faire en sorte que le robot s'adapte à des pannes. Alors comment est-ce qu'il peut faire pour s'adapter à des pannes avec cette carte? Eh bien, l'idée est très très simple, c'est qu'ils vont aller piocher dans cette carte, d'accord, qui a été apprise avant en simulation, et ils vont tester des contrôleurs sur le robot réel, d'accord, avec des algorithmes qui vont permettre de sélectionner seulement un tout petit nombre de contrôleurs. Donc ici, ils en ont pris un, voilà, ils l'ont mis sur le robot réel, et donc ça permet d'obtenir le comportement que vous observez là. Et donc, il va mettre à jour ses performances. Donc d'accord, ce coin-là de la carte, ça correspond à telle performance, ok. Et donc l'algorithme, ensuite, il va chercher un autre point de la carte, il va regarder à quel point le robot est capable de marcher efficacement ou pas, et il va continuer comme ça, il va mettre à jour petit à petit la carte. Donc vous voyez que la couleur change. En fait, la couleur va être représentative de l'efficacité de la marche. D'accord ? Et donc en faisant ça, au bout de quelques tests, ici, donc il y en a, il doit y en avoir une petite dizaine, voilà, il finit par trouver un comportement donc, qui a été appris en simulation où la panne n'était pas présente, mais il se trouve que c'est un comportement parmi toutes les façons de marcher différentes. Il a appris des façons de marcher qui ne s'appuyaient pas sur cette patte. Donc ces comportements-là, dès lors que cette patte est en panne, ils sont tout à fait adaptés, puisque même s'ils n'ont pas été appris par rapport à cette panne, comme ils n'utilisent pas cette patte-là, ils se transposent très bien. D'accord ? Donc ce qui fait qu'ici, au bout de moins d'une minute, je crois, ça doit être 30 secondes à peu près, donc juste quelques tests sur le robot réel, le robot a pu trouver un nouveau comportement, une nouvelle façon de marcher. Donc il n'a pas trouvé une nouvelle façon de marcher, il a simplement extrait de toutes les façons de marcher précédentes qu'il avait acquises. Un petit peu de la même manière que nous, quand on boite, on utilise aussi des choses qu'on a apprises dans notre enfance, on n'apprend pas une nouvelle façon de marcher. Et il va l'appliquer directement, ce qui fait que le robot peut retourner à sa base, on va dire, et se faire réparer. Donc c'est pas spécifique à de la marche, donc ils l'ont testé sur un bras robotique très simple, avec l'objectif ici pour le bras robot d'aller mettre ici une petite balle dans le récipient que vous voyez là. Donc ici les dommages c'est de casser un servomoteur, donc le servomoteur ne répond plus, il est bloqué, et donc le comportement précédent ne marche plus. Et donc ici, de la même manière, il a besoin de s'adapter, et donc il doit trouver des façons différentes de déplacer, disons, et d'amener la balle au bon endroit. Il doit en trouver une qui ne va pas se servir en fait de l'articulation en question. D'accord ? Donc pour que ça marche, bien sûr, il faut que le robot soit redondant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des moyens de trouver une solution sans utiliser le moteur qui est cassé. D'accord ? Alors donc une des limitations en fait de ces approches sur lesquelles on travaille actuellement, c'est qu'ici, on a une seule représentation, donc on va explorer, on va trouver des comportements, et ensuite, on va réutiliser ces comportements en fait, sans les modifier particulièrement. D'accord ? Et de la même manière, on a une seule façon de résoudre des problèmes, qui consiste soit juste à réutiliser un comportement déjà préappris, soit à réapprendre en fait, de la même manière, mais en utilisant des indices qui vont simplement nous permettre d'aller plus vite.
Et ce que nous disent donc les psychologues ici, c'est qu'une des caractéristiques qui font la grande flexibilité des humains, c'est qu'on est capable, en fait, nous, de constamment, en fait, peut-être pas constamment, mais très fréquemment, de changer notre représentation des problèmes auxquels on est confronté. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment très spécifique à l'humain, et aujourd'hui, les robots sont absolument incapables de faire ça. Et une autre caractéristique très importante, c'est qu'on est capable de raisonner à plusieurs niveaux. D'accord ? On est capable de faire des comportements réactifs qui, dans certains cas, vont être suffisants, et en même temps d'aller vers des raisonnements hypothético-déductifs, où on va se faire une représentation très abstraite et se dire « Ah bah oui, par exemple, aller à l'aéroport, il va falloir que j'appelle déjà peut-être un taxi ou prendre des transports en commun, il faut que je passe par telle station, etc. etc. » Ce qui implique ici d'avoir un modèle du monde qui est assez riche. D'accord ? Et donc, on est capable de passer aussi de l'un à l'autre, donc de comportements uniquement réactifs. Donc ici, si j'ai besoin de sortir de cette pièce, par exemple, je n'ai pas besoin de mobiliser des connaissances extrêmement complexes. Rien que par la vision, je vais être capable de déterminer une trajectoire. D'accord ? Et donc, on peut switcher un petit peu entre les deux. Et l'idée aussi, c'est que ce que disent également les psychologues, c'est que le sommeil, en fait, a un rôle extrêmement important pour ça, d'accord ? Que pendant qu'on dort sur un problème, donc ça, c'est un dicton, on va dire, qui est assez célèbre, et qu'en dormant sur un problème, on va trouver la solution le lendemain beaucoup plus facilement. Donc ça a été montré, en fait, expérimentalement sur des ensembles de volontaires à qui on leur demandait de résoudre un problème relativement simple, dans lequel il y avait une structure cachée, qui était simplement une séquence de nombres à déterminer. Et puis, on les laissait attendre, ou certains, on leur donnait la possibilité de dormir. Et donc, ceux qui avaient dormi, en fait, étaient capables de voir la régularité cachée beaucoup plus efficacement. D'accord ? Il y en a une moitié qui était capable de faire ça. Et donc, l'idée, c'est que pendant ce sommeil, comme ça, il semblerait qu'on ait une capacité à rejouer l'expérience qu'on a vécue dans la journée, de la re-représenter d'une manière un peu différente. Et ce qu'on va chercher à faire ici, donc dans un projet européen dont je suis le coordinateur, c'est étudier ce type d'algorithme et essayer de le mettre sur des robots, d'accord, de voir jusqu'où on peut aller avec ce genre d'idées, donc un petit peu comme tout à l'heure, où on va recueillir plein d'informations avec un premier ensemble d'algorithmes évolutionnistes qui ont l'avantage de ne pas nécessiter de représentation abstraite, pas de modélisation très complexe du monde. Donc ils vont explorer, mais ils sont très très lents. Ça va prendre des heures et des heures, d'accord, de trouver quelque chose avec ce type d'algorithme-là. Et donc l'idée, c'est de commencer par ça, pour recueillir de l'information, et après, de petit à petit, de construire des modèles sur cette base qui permettront au robot de résoudre les tâches auxquelles il est confronté plus efficacement. D'accord ? Et donc l'idée globale, c'est d'alterner entre des périodes où le robot va être connecté à son environnement réel, où il va explorer des choses, et puis des périodes équivalentes au sommeil et au rêve, avec autant de guillemets qu'on peut imaginer, où il va chercher à restructurer ses connaissances et à extraire finalement de son expérience immédiate des informations, des représentations qui lui permettront de résoudre plus efficacement des problèmes le lendemain. Alors quelques résultats préliminaires. Donc sur l'exemple que je vous ai présenté là, donc du petit robot qui se déplace et qui ramasse des balles, qu'est-ce que l'on a fait ? C'est assez simple. On est reparti de l'expérience que je vous ai montrée. On a extrait les trajectoires qui avaient été générées et on a cherché à les re-représenter. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché à discrétiser des actions, c'est-à-dire à déterminer qu'un petit ensemble d'actions élémentaires, d'accord, qui suffisait pour décrire le comportement des individus qui étaient efficaces. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que si j'ai un petit ensemble d'actions élémentaires par rapport à avoir un environnement et des actions continues, trouver une solution sera beaucoup plus simple, puisque ce que je vais avoir besoin d'explorer, c'est un espace qui est beaucoup plus réduit. D'accord ? Donc c'est la motivation de ces travaux-là. Et donc lorsqu'on apprend avec des algorithmes qui s'appellent des algorithmes d'apprentissage par renforcement, on réussit à apprendre donc, dans des environnements différents, dans des nouvelles instances de ces environnements. On apprend de 10 à 100 fois plus rapide, mais ce qui n'est pas très surprenant, puisque on a cette fois-ci une représentation qui est beaucoup plus simple à explorer. Donc ça reste en simulation aussi. On est en train de travailler, donc ça c'est des expériences préliminaires que l'on a réalisées sur des robots qui doivent chercher à, disons, apprendre à manipuler des objets et à agir sur des objets. Et donc ça c'est une première étape qu'on a réalisée, dite de babillage sensorimoteur. L'objectif de cette étape, c'est d'acquérir des informations sur l'environnement. Donc ici, le robot ne sait pas ce qui est en face de lui. Donc nous, ici, on voit tout de suite qu'il y a des objets, il y a une table qui est plan. Mais lui n'a pas cette connaissance-là. D'accord ? Donc pour savoir qu'est-ce qui est des objets, qu'est-ce qui est l'environnement, il n'a pas d'autre choix que de chercher à toucher
Donc là, il cherche à interagir en fait avec les différents objets dans l'environnement, avec ce qui est un petit peu saillant d'un point de vue visuel. Et puis, ma foi, ce qui a bougé, il pourra le reconnaître comme étant un objet, recueillir des informations autour de cet objet, en apprendre un modèle 3D. Et le but après, c'est, une fois qu'on a fait suffisamment de babillage, ok, le robot s'arrête, il va faire une petite sieste, entre guillemets, et puis on va utiliser les algorithmes évolutionnistes que je vous ai présentés. Donc ça, c'est le même algorithme que celui qui a été utilisé sur l'hexapode, sauf que cette fois-ci, plutôt que de demander au robot de marcher, on va lui demander de déplacer le cube. D'accord ? Et donc ici, ce que l'on génère, ce sont des trajectoires. Donc le robot ne sait pas où est l'objet, il n'a aucune compétence pour bouger l'objet, le déplacer, etc. C'est simplement des trajectoires du gripper qui vont donc du préhenseur qui, lorsque l'objet est à la bonne place, vont obtenir les résultats que vous observez ici. D'accord ? Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on peut les remettre sur le robot réel. Donc ça pose des problèmes de passage entre la simulation et la réalité. Mais modulo quelques petits réglages sur lesquels on est en train de travailler, on peut obtenir des comportements de ce type-là. Donc ce que vous voyez là, c'est juste une trajectoire qui est jouée point par point, c'est pour ça qu'il y a des points d'arrêt. Ça ne correspond pas à des éléments intermédiaires. Et donc le robot, initialement, en fait, il ne savait rien, il ne savait pas comment saisir un objet, il ne savait pas comment le jeter. Donc au travers du babillage, de l'exploration évolutionniste ici, il s'est révélé capable de prendre cet objet comme ça et de le jeter dans les paniers. D'accord ? Alors par contre, ce robot-là, il est très bête encore, d'accord ? La trajectoire que vous voyez là, elle marche bien si l'objet est dans la même place que ce qu'il a appris précédemment. D'accord ? Si on déplace l'objet, la trajectoire doit être réapprise. Donc ce sur quoi on travaille maintenant, c'est d'essayer d'utiliser tous ces exemples-là pour apprendre des relations de causalité, c'est-à-dire, pour obtenir le comportement où je suis capable de prendre l'objet et de le déplacer, il faut que la trajectoire de mon bras prenne en compte la position de cet objet. D'accord ? Il ne faut pas que je fasse une trajectoire en aveugle, comme ça, puisque dans ce cas-là, si je me raterais, si jamais l'objet n'est pas à la même position qu'avant. D'accord ? Donc ça, c'est le point sur lequel on travaille actuellement. Et un autre point qui va un petit peu plus loin, c'est d'apprendre ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire les actions qu'on va être capable de faire avec des objets. D'accord ? Donc certains objets, on est capable de les saisir, pas d'autres. Certains, on est capable de les pousser, pas d'autres, etc. Et donc ça aussi, lorsque le robot petit à petit va acquérir des connaissances sur son environnement, il sera important qu'il soit capable de déterminer quels effets il peut obtenir avec quel objet. D'accord ? Et donc l'idée, c'est qu'on part de l'ensemble de toutes les explorations que l'on a pu réaliser pour progressivement extraire en fait de l'information et la restructurer de façon à ici prendre en compte ces affordances. Donc je vous disais qu'on a des liens aussi avec des chercheurs en neurosciences et dans ce projet c'est le cas également. On a une équipe qui travaille sur la pertinence des idées qu'on est en train de tester dans un cadre robotique pour expliquer des données expérimentales. D'accord ? Ce que je vous ai présenté là, on sait qu'il se passe quelque chose pendant le sommeil. Il y a eu un certain nombre de démonstrations, d'expériences qui ont pu le démontrer, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe. D'accord ? On a pu démontrer que pendant la nuit, c'est des expériences qui étaient réalisées sur des rats, on voyait qu'ils rejouaient les trajectoires qu'ils avaient vécues dans un labyrinthe, par exemple. Des personnes ont même réussi à modifier les souvenirs qu'ils en avaient. Mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer d'autre autour de ces idées-là. Et donc, ce qu'on va explorer pendant ce projet également, c'est de voir s'il n'y a pas une restructuration de connaissances qui est similaire à ce que l'on cherche à explorer sur des robots, qui se produit, disons, par des méthodes qui peuvent être assez proches dans le règne du vivant. Donc, on a des collaborations avec des chercheurs de Nanterre qui s'intéressent au développement du chant de l'oiseau et qui ont montré d'ailleurs que pendant le sommeil, il y a une restructuration de ce chant de l'oiseau. Et on va travailler sur ces données expérimentales pour voir si les idées qu'on exploite en robotique ont un sens dans ce cadre-là. Voilà, et ça va terminer mon exposé. Merci pour votre attention.